Bonsoir tout le monde. Vous savez que c'est un peu comme à l'école. Vous n'êtes pas obligés de vous asseoir tous au fond. La prof est pas méchante et tout. Donc il y a toujours plein de chaises vides devant. Et les élèves sont au fond. Mais enfin, c'est pas grave. Voilà, on est content de vous voir pour cette première comment on appelle ça, rencontre de Divergence 2023. On souhaite qu'il y en ait d'autres. Mais on n'est pas sûr parce que c'est très compliqué, parce qu'on n'a pas de sous. Enfin, on attend. Ça va bientôt venir, les annonces des subventions aux associations. Voilà, c'est ça. Il y en a qui ont des nouvelles? Non. Mais, évidemment, on remercie beaucoup Madame Boutier, mais où elle est partie? Elle est partie avant que ça commence. Ah non, elle est là. La proviseure du lycée qui généreusement met cette salle à notre disposition. Et vraiment, sans elle, je ne sais pas ce qu'on ferait. Donc, merci à tous d'être venus. On va commencer par le film In Time. C'est pas très gai. Enfin bon, c'est dans le ton de maintenant. Et après ça, on en cause avec Sophie Vaniche et François Tison. Bon, en tout cas, merci Sophie Vaniche. C'est elle qui nous a conseillé ce film que nous ne connaissions pas, je sais pas. Et j'ai trouvé ça pas mal, en effet. Il y a de quoi faire avec le temps là-dedans. Je vais leur laisser la parole. Donc, vous avez devant vous Sophie Vaniche, historienne, et François Tison, auteur, poète, dont certains des livres sont là-bas. Et je vais leur laisser tout de suite la parole après cette épreuve. Sophie commence, c'est ça? Oui. Ça marche? Ouais. Ouais, ça marche. Allez, on va dire que ça marche. D'accord. Il faut que je fasse la star. Alors, d'abord, merci d'être venu à cette séance et merci à l'association qui a changé de nom et je vais pas. Divergence. Voilà, il y a un film qui s'appelle Divergente. Divergence, et donc à Gilles et Christine de nous accueillir et Philippe d'avoir tout organisé, donc une association Divergence qui nous accueille très bien. J'ai choisi ce film parce que je suis historienne de la période révolutionnaire et que je travaille dans un rapport passé-présent et que, comme vous voyez, à la fin, il y a une tentative de révolution. Et que cette tentative de révolution, c'est une révolution sociale liée à une situation qui est en fait une situation de lutte des classes sans lutte, c'est-à-dire où la lutte n'est menée que par la classe dominante, qui a donc, d'une manière classique dans le marxisme, décidé de voler le temps de vie des personnes dominées et exploitées, qui ne se rendent pas compte qu'en fait, ce n'est pas absolument nécessaire. Alors, ce n'est pas absolument nécessaire, ça suppose quelques explications. C'est qu'on est dans une logique qui est une logique de limite planétaire et où la population, si elle croissait sans avoir de limite, donc en l'occurrence pour tous ou pour certains, eh bien, la Terre ne pourrait plus supporter cette population. Et donc, il y a quelque chose qui a constamment à voir avec la question des limites et de la rareté. Et comment cette rareté, en fait, est mal partagée et, en conséquence, produit une situation où on rend responsable certains de leur propre mort. On les rend responsables dans la mesure où c'est parce qu'ils n'ont pas assez travaillé, parce qu'ils n'ont pas eu assez de rendement, parce qu'ils n'ont pas étaient suffisamment prévoyants parce qu'ils ont, enfin, en tout cas, ils sont responsables de leur propre mort. Et sur cette question des limites planétaires, on est avec une idéologie qui est l'idéologie actuelle du néolibéralisme. C'est l'idéologie d'un auteur, qui est un auteur important, qui a été étudié par Barbara Stiegler, et qui s'appelle Lippmann, et qui explique que seuls les plus forts doivent avoir droit à maintenir leur vie dans une situation d'extrême rareté. Or,
comme vous savez, nous sommes dans une situation de limite planétaire. Et en conséquence, cette question de la rareté se pose déjà pour certains produits, pour certains minerais, pour certaines énergies. Et elle va se poser de plus en plus, d'autant qu'on utilise d'une manière beaucoup trop forte la Terre. Comme vous savez, à partir du mois d'août, on dit qu'on a consommé 1,5 Terre ou qu'on a dépassé la limite planétaire et qu'à la fin, on a consommé 1,5 Terre. Et donc cette question de la rareté et de savoir comment on va décider qui vit, qui meurt, et si on va effectivement laisser des personnes sur le côté ou au contraire considérer qu'il faut que tout le monde puisse vivre, avec peut-être des règles différentes, mais que tout le monde puisse vivre, c'est une question qui est pas complètement dystopique, qui est peut-être une question d'actualité. Et de ce point de vue-là, j'ai choisi ce film. J'aurais énormément d'autres choses à dire. J'ai pris des stocks de notes en le revoyant. De ce point de vue, je pense qu'il est à la fois un film qui permet de réfléchir sur cette lutte des classes, où la lutte des classes n'est plus menée par les pauvres, mais vraiment menée par les riches, avec une conscience claire de leur idéologie. Et puis de réfléchir à ce que c'est que la vie humaine. Parce que dans la situation apathique, qui est quand même globalement la nôtre aujourd'hui, un certain nombre de gens disent peu importe que les humains restent avec tout le mal qu'ils ont déjà fait, pourvu que la planète soit résiliente. Et j'aurais tendance à dire, moi, à l'inverse, peu importe que la planète soit résiliente s'il n'y a plus d'êtres humains pour la peupler. Et donc c'est quelque chose qui est important, de savoir qu'est-ce que c'est que la vie et qu'est-ce qui permet de donner sens à la vie. Et là, la rupture entre les dominants et les dominés montre que d'avoir trop peu de temps à vivre ou d'avoir trop de temps à vivre transforme complètement la manière d'organiser les émotions dans la vie. Et de ce point de vue-là, il y a vraiment plusieurs régimes d'émotions qui sont montrés. Un régime d'émotions généreux, qui est celui du héros, qui donne du temps, argent à la petite fille qu'on revoit à la fin, et qui donne quand il peut donner. Un régime d'égoïsme, mais d'égoïsme où c'est, comme on dit, struggle for life. Et dans le bus, on voit que personne n'est prêt à donner une demi-heure qui sera rendue pour sauver la mère. Et puis, il y a le régime du temps où on s'ennuie et on ne sait pas ce qui pourra donner sens à la vie, en tout cas lui donner des couleurs autres qu'artificielles. Il me semble que là, c'est pareil, il y a quelque chose à interroger dans la mesure où les écarts sociaux actuels n'ont jamais été aussi forts et qu'on se demande bien ce qu'on peut faire de tout l'argent qui est stocké, comme là dans le coffre-fort, dans les îles Caïmans. Je laisse la parole à François. Merci. C'est difficile de prendre la suite. Je souscris beaucoup à tout ce que tu viens de dire et j'ai pris quelques notes un peu pendant le film, mais pas des stocks comme toi. Et en fait, le mot que j'aurais envie d'ajouter à ce que tu viens de dire, c'est ce film, il est comme souvent les dystopies un peu hyperboliques par rapport. Il nous donne à penser notre propre monde via une forme d'exagération, mais cette exagération peut passer pour extrême quand on voit le film au premier abord par, je sais pas moi, cette technologie, un bras lumineux, voilà, un homme augmenté, quelque chose qui semble nous couper totalement de ce futur peu désirable. Et en même temps, cette hyperbole, c'est du papier à cigarette, elle est très fine. Et ce que donne à voir ce film, c'est ce qu'on vit tous dans le rapport au travail en particulier, et dans une forme, je sais pas, d'expropriation de sa propre vie. Ici, au sens littéral, mais je pense qu'on fait tous l'expérience de cet arrachement à son propre temps dans une formule qu'on entend souvent, c'est perdre sa vie à la gagner. C'est quelque chose qui est bien connu de tous les gens qui sont quelque part enchaînés à la nécessité du travail pour survivre. Et ceci dans un contexte de rareté dont tu parlais, qui me paraît effectivement
au cœur du sujet du film et aussi au cœur du sujet du monde dans lequel on vit. Et je sais pas, peut-être qu'on a, on parlait un peu de privilèges tout à l'heure avec Gilles avant de venir, et peut-être qu'on peut encore s'offrir le luxe de ce genre de temps suspendu où on s'arrache à cette expropriation de sa propre vie pour tenter de réfléchir un tout petit peu ensemble. Et voilà, à la faveur d'un film comme ça, ou à la faveur aussi d'études historiques, à la faveur de lecture, Gilles me présente comme poète, mais la lecture de littérature en général, voilà. Bien, alors, comme nous sommes 2 fois plus nombreux que la précédente séance, tout le monde sait que ce qui nous importe, c'est la conversation, la discussion après le film. Donc, vous avez la parole. C'est Philippe qui va passer le micro, si je... Oui, qu'il n'a plus en main, mais parce qu'il ne marche pas. Bah, tu prends le mien, si tu veux. Si, ça marche très bien. Voilà, il suffit de lever la main, n'hésitez pas, on vous écoute. Devant. Bonsoir. Alors, je ne sais pas de quand date ce film. 2011. Moi, je me souviens avoir vu en 73 Soleil Vert. Oui. Est-ce que vous l'avez vu? Et est-ce que c'est pas, grosso modo, le même problème qui se pose et qui se posait déjà? C'est-à-dire une planète finie, avec une caste d'hyper riches et des gens qui deviennent la propre nourriture de la classe dominée. Donc il me semble que ces problèmes sont quand même posés. 73, ça va faire pas loin de 50 ans, voire un peu plus. Et je trouve qu'on n'a pas beaucoup bougé. Bah, c'est sûr que 73, c'est aussi l'année du rapport Meadows, si je ne me trompe pas. Et voilà, ces sujets sont bien connus et la question de la rareté des limites planétaires sont bien connues. Mais 73, on est en 2023. oui, 50 ans, tout juste. Mais on le sait et on ne veut pas le savoir, comme bien souvent. Et voilà, ensuite, que ce film ait un intertexte du côté de Soleil Vert, moi j'y avais pas pensé, mais effectivement il existe. À ceci près que le cannibalisme ici est plus métaphorique que dans Soleil Vert. Et il est plus directement au cœur du sujet, alors que dans Soleil Vert c'est l'objet d'une quête, il me semble, pour découvrir la vérité, si j'ai bonne mémoire. Mais voilà, moi j'ai vu d'autres intertextes dont on parlera après, mais et qui sont plus anciens en fait. Enfin, moi celui qui m'a marqué, c'est il y en a un qui crève les yeux, c'est Robin des Bois. Je pense que tout le monde l'a vu. Bonnie and Clyde aussi, et ça fait partie des 3 lignes de notes que j'ai prises. Et non, moi il y en a un qui m'a frappé et qui est peut-être moins évident, c'est celui de Melmoth. C'est un roman de Charles Mathurin qui date, si j'ai bonne mémoire, de 1820 dans ces eaux-là. C'est un roman noir dans la veine du Moine de Lewis, traduit par Artaud, et aussi dans la veine du manuscrit trouvé à Saragosse. Et là, ce roman Melmoth, c'est un roman à tiroir avec fait 600 pages, avec des histoires dans les histoires. Et le fil narratif, c'est le personnage de Melmoth, qui donne son titre au roman, de Charles Mathurin, je ne sais pas si je l'ai dit. Et ce personnage, c'est le juif errant. C'est un personnage qui, dans la tradition chrétienne, s'est moqué du Christ sur la croix, s'est moqué de sa souffrance, et pour sa punition, il est condamné à l'immortalité. Et il traverse les générations et l'humanité comme ça, à la fois comme témoin impuissant et comme immortel qui donc voit souffrir et mourir les siens. Et l'immortalité est une malédiction, au sens littéral. Pour moi, le film commence par là, le suicide d'Hamilton, ouais, merci. C'est exactement cette question-là, à ceci près que celui-ci réussit et amorce la possibilité révolutionnaire, en fait, en créant de la porosité dans un monde d'étanchéité absolue. Et
ce que produit le roman Melmoth, c'est une vision de l'humanité qui est permise par la malédiction de l'immortalité et qui confère à ce personnage-là une forme de misanthropie extrême et dans le même geste, comme très souvent, une forme de philanthropie extrême. C'est-à-dire que il est presque un démon en fait hein, dans le livre, mais il reste humain. Il charrie une vision parfaite de l'humanité parce qu'il est immortel, et en même temps il la hait absolument, et du coup il y a une forme de tableau extrêmement noir. Voilà. C'est cet intertexte-là qui me paraissait peut-être un peu tiré par les cheveux, mais en tout cas il m'a frappé au début du film. Moi, sur Soleil Vert, je pense que ce qui est très important, et ce qui a vraiment changé, c'est le contexte. C'est-à-dire que dans les années 70, parce que c'est un film qui est sorti en 74, on était dans un moment de prise de conscience écologique. Il y a eu toute une série de livres qui ont précédé, enfin pas nécessairement qui résonnent avec Soleil Vert, mais qui alertaient sur la situation écologique. Et on était dans le sentiment qu'on allait être capable, grâce aux différents outils disponibles, grâce à une nouvelle conscience écologique, de faire en sorte qu'on choisisse le bon scénario pour aller vers un mieux vivre. Et on était encore dans une logique d'état social. C'est-à-dire que l'état social n'avait pas disparu. C'est pas qu'il est complètement disparu, mais la question des retraites et du fait que un certain nombre de gens, parce qu'ils ont un travail plus difficile, meurent plus tôt, bien que ce ne soit pas pris en compte, c'est pas si différent, toute proportion gardée, de cette question du vol du temps. Et là, c'est le vol du temps en tant qu'il y ait du temps disponible, du temps libre pour vivre différemment que la période où on travaille. Donc il y a quelque chose où le contexte était fondamentalement différent. Et c'est le contexte des années 50 où Lippmann théorise autour de Darwin, et c'est par hasard si le code c'est la date de naissance de Darwin, c'est une manière vraiment de considérer qu'il n'y a pas de commune humanité, mais les forts et les faibles, et que dans une certaine mesure, là, avec les différentes zones, on est assigné à sa zone et donc à un régime qui devient immuable, qui est supposé être immuable. Donc le monde est construit pour une sortie de l'histoire. Alors que du côté des années 70, on n'avait pas ce fantasme d'une sortie de l'histoire. Alors que là, en 2011, on n'est pas très loin de la période sortir de l'histoire, la fin de l'histoire, le monde est comme il est, on ne pourra que l'accompagner, etc. Ce qui fait que le voir en 2023, je pense que ça redonne la mesure de ce qui, malgré tout, du point de vue idéologique, a été gagné, regagné sur la période 1990-2011, où c'est vraiment la période la pire de montée en puissance du néolibéralisme. Donc du point de vue des contextes, c'est très différent. Après, il y a d'autres points communs. Et les points communs, de mon point de vue, c'est une signalétique qui consonne avec la Seconde Guerre mondiale. Ne serait-ce qu'avec des chiffres sur l'avant-bras, ça renvoie évidemment aux manières dont les Juifs étaient tatoués dans les camps. Du côté de Soleil Vert, il y a cette espèce de benne qui renvoie à la manière dont on avait récupéré les corps qui avaient le typhus pour ne pas propager le typhus, etc. Donc on pourrait comme ça analyser, et donc vous avez tout à fait raison. Et ça veut dire quelque chose d'assez intéressant dans l'histoire, je dirais, et de la littérature et du cinéma, ce que tu as appelé l'intertexte. C'est-à-dire que souvent, on voit ce que les autres ont fait avant, et on décale. On décale un petit peu, on change un peu le rythme, on change un peu le scénario, on change. Et ce qui est intéressant là, c'est que je pense que le scénario a comme ça quelque chose aussi des années 2011, qui serait une sorte de postmodernisme où on emprunte des figures. Et c'est intéressant aussi de l'observer pour ça. D'autres choses, d'autres remarques? Oui. Dans le film, tout le monde est tatoué du coup, hein, y compris les hyper riches. Donc tout le monde est dans un camp et tout le monde est totalement réduit à sa richesse en temps. En fait.
Moi, j'ai une question sur les régimes d'historicité. Le présentisme, qui visiblement est quelque chose aussi qui date des années 70 ou 80. Hartmut Rosa, le philosophe, parle d'accélération du temps. Est-ce que ce film de 2011 montrait avec d'une certaine manière, notamment dans le ghetto, cette accélération du temps, et je m'adresse ici à Sophie, sur la façon dont le temps, notre rapport au temps serait modifié depuis une vingtaine d'années. Je trouve l'intuition très intéressante. Et en même temps, il y a quelque chose qui résiste en moi, parce qu'il ne me semble pas que le temps rétréci ne conduit pas à un régime social. C'est-à-dire que le régime d'historicité, c'est la manière dont la société dans son ensemble dispose de son passé, de son présent et de son futur. Et la réduction au présent ne conduit pas à une réduction au futur du côté des riches. Et c'est deux sortes de présent. Et donc, est-ce que le présentisme, c'est de manquer de temps de vie ou de manquer de perspective? Dans les deux cas, il y a deux sortes de présentisme. Donc, du coup, ça ne serait peut-être pas que le ghetto. Ça serait les deux, en tant qu'il n'y a pas de futur possible, parce qu'on est coincé dans un présent au jour le jour. Et les autres, ils sont coincés parce que quand on a 1000 ans, le futur, finalement, c'est difficile à dessiner. Et donc, oui, il y a quelque chose qu'à voir avec, en tout cas, évidemment, c'est un film qui porte essentiellement sur le rapport qu'on entretient avec le temps de vie. Et donc, il y a bien quelque chose qu'à voir avec ce régime de temporalité, ce régime d'historicité. Mais j'ai du mal à l'encoder. Je ne suis pas sûre qu'on puisse mettre les mots aussi rapidement sur ça. Mais je trouve l'intuition tout à fait passionnante, et donc je vais continuer à cogiter. Oui, non, mais moi je voulais juste, mais je ne sais pas si tout le monde serait d'accord là-dessus, mais donc ce film, c'est le temps, c'est de l'argent, qui est un truc tout à fait banal que nous répétons sans cesse. Time is money. Est-ce que c'est vrai ça? Parce que est-ce qu'on peut, même avec la marge de l'utopie, est-ce que le temps c'est de l'argent? Est-ce qu'on peut capitaliser le temps comme on capitalise la monnaie? Est-ce que... j'espère que non, parce que ce film m'a bien plu, mais en même temps, je me dis, après tout, si c'était possible, je serais bien emmerdé. Enfin, je serais très triste que le temps soit capitalisable, quoi. Et quand on dit le temps c'est de l'argent, je pense que ça veut dire aussi l'inverse. L'argent c'est du temps, et c'est ce que disait Sophie tout à l'heure à propos de l'idée marxiste. Moi, parce que l'inverse c'est la même chose quand même. Ben non, mais l'argent c'est du temps, et l'argent c'est l'idée marxiste. L'argent c'est le temps des autres, c'est le temps qu'on a pris au travail des autres. C'est la plus-value, en fait. Et du coup, pour moi, la question là, c'est pas le temps comme tel, hein, au sens métaphysique, c'est le temps de vie. Et donc, c'est la question du réel du corps et du réel de l'argent. Et oui, quand même, il y a une mise en équivalence dans toutes les sociétés entre la question du corps. Parce qu'il disait gagner, on gagne sa vie à la perdre, on perd sa vie à la gagner. Mais justement, est-ce qu'on peut gagner sa vie au sens où on gagne du pognon, quoi? En tout cas, on peut dépenser ou ne pas dépenser. Et les moments festifs, même des sociétés qui vivent dans la rareté, sont des moments de dépense. Voilà. Donc la question de la dépense, elle a quand même à voir avec un certain régime de temps qui se transforme. Et le temps de la fête ou le temps du travail, c'est pas la même chose, et on dépense pas de la même manière. C'est-à-dire qu'on accumule au moment où on travaille et on dépense au moment où on fait la fête. Et donc il y a bien quelque chose qui se met pas en relation d'équivalence d'une manière immédiate, mais à travers l'usage qu'on fait de son corps. Et c'est bien cette question du corps qui est là et mise en exergue, encore plus que le temps et l'argent, c'est le fait que tout ça transite d'une manière absolue par le corps. Et que de ce point de vue-là, si le temps transite par le corps et que l'argent est le lieu où le corps peut soit en acquérir, soit en dépenser, eh ben oui, quand même, ce n'est pas spécifique au film. Un corps réduit à un écran. Pas nécessairement un corps festif.
Oui, mais un corps festif dans l'échange Kula, il est quand même dans la dépense. Bon, voilà. Et un petit peu, les choses que tu viens de dire me fait penser à l'école de Chicago. Et dans les deux façons, les sociologues et les scientifiques, quand ils sont avant de l'explosion de la bombe atomique, ils ont créé cette horloge qui va être présente pendant toute la guerre froide, qui marque un possible temps de destruction massive de la planète. Et qui marque aussi d'une façon, pour moi, de la décadence de la démocratie. Et dans la démocratie libérale, il se va imposer totalement. Donc, la question est, dans les films, on ne voit pas tellement l'utopie disparaître. Ouais. Est-ce que l'utopie, ça serait un parasite dans la démocratie? C'est-à-dire que l'utopie nous empêche de créer la révolution, comme un petit peu dans les films, qu'il n'y avait pas aucun élément qui accompagnait une possibilité de transformation seulement jusqu'à la fin. Moi, j'ai pas l'impression que la question de la vérité, ça soit qu'elle soit reliée tant que ça à la question ou la question du savoir, ce qui est vrai, à la question de l'utopie. Mais si j'ai bien compris, il y a quelque chose dans le personnage de Will qui est hérité de son père, qui était du même genre, c'est-à-dire qu'ils sont l'incarnation de la possibilité d'ouvrir une brèche dans ce silence, dans ce blocage. Mais en tant que tel, ils incarnent l'utopie en tant que l'utopie, c'est la possibilité d'imaginer un monde tout autre. Et quand il prend la décision, une fois qu'il a reçu le temps d'Hamilton d'aller du côté des riches, il aurait pu prendre la décision, maintenant que j'ai 100 ans, je vais distribuer 10 ans à mon copain et il se fait tuer finalement le copain, mais à d'autres personnes aussi. Mais il décide d'en faire quelque chose, donc d'un seul coup, ça prend une consistance, pas simplement de résistance, mais d'offensive. Et de ce point de vue-là, c'est plus que de la résistance. Et cette offensive, elle a à voir avec l'utopie. Et donc, en l'occurrence, c'est plutôt l'utopie qui porte la démocratie, mais qui suppose, pour pouvoir imaginer un monde tout autre, qui est quand même le suspens possible de la découverte de la vérité. Voilà. Et donc, s'il n'y a pas ce moment particulier, qui là est un peu simplet dans le film, hein, puisque c'est Hamilton qui lui dit c'est pas obligé, je sais pas quoi. Sans doute que ça résonne avec des choses qui sont inscrites peut-être en lui sur un mode inconscient, mais en tout cas, c'est assez simplet, cette levée du voile, elle est assez simplette dans le film. Mais c'est quand même cette levée du voile qui peut déboucher soit sur je reste là, soit sur je tente une offensive. Et c'est clair que quand il part, il ne sait pas lui-même ce qu'il va faire. Il a besoin d'en savoir plus d'abord, et donc là, il approfondit l'époque, et ensuite, il agit. Il commence quand même, s'il va, comment ça s'appelle, Greenwich, ouais. S'il va chez les riches, c'est pour disparaître parmi les riches. Et c'est malgré lui que ça se transforme en offensive. Je sais pas, il me semble qu'il y a une réplique où il dit qu'il va là où ses années se verront pas. Merci. Je dis merci. Corinne, bien sûr qu'il va à Greenwich pour rencontrer les riches, mais par contre... Non, pour disparaître parmi eux, je veux dire, pour devenir anonyme en tant que riche. Non, je crois pas. Moi, je pense qu'il y va, il ne sait pas trop encore ce qu'il va faire, et il ne sait pas encore de quel côté il va pencher, en fait. Ouais, enfin, moi, exactement. Il y a quand même les topos de j'ai de l'argent et je vais le dépenser. Il y a la, non, il y a la grosse ne voiture, fais pas un même. mauvais usage. Don't waste my time. Oui, c'est vrai. Don't waste my time, ça veut dire ne le gâche pas à faire un truc qui n'a pas de sens. Et donc, sur la vitre, là, ce qui est écrit, ça dit quelque chose de comment il va faire pour ne pas le gâcher. Et ça, on ne le sait pas et il ne le sait pas. On ne sait pas s'il va faire quelque chose ou pas, mais en tout cas, il y a cette injonction
qui est là, une prescription qui est forte, puisque c'est une réponse à ce qu'il lui avait dit. Si j'avais tout ce temps, je ne le gâcherais pas. Oui. Et donc, et non seulement il ne va pas le gâcher, mais il tente d'en faire à un moment donné un objet révolutionnaire, et ça marche un peu. On ne sait pas si ça va durer. Le film ne nous dit pas si finalement la révolution a eu lieu. Enfin, bon, peu importe. Mais donc il y a quand même cette incertitude qui est pour le coup la seule dynamique du film. Est-ce que, excuse-moi, mais est-ce que la limite de cette utopie révolutionnaire, enfin, c'est pas le fait que, enfin, c'est un peu ce que j'ai vu aussi dans le film que j'aime bien, hein, mais il me semble que la limite du côté révolutionnaire, c'est il n'y a que des jeunes gens, ils ont tous 25 balais, quoi. Qu'ils aient 100 ans ou des... Bon. Ils les ont montrés ayant les traits de 25 ans, mais c'est le... Voilà, C'est ça. de vieillir. Tout s'arrête à 25 ans. Voilà. Et donc, est-ce que c'est quand même pas une limite pour la lecture que tu fais, c'est-à-dire la lecture, disons, révolutionnariste, non bah, c'est peut-être parce que je suis un vieux et qu'il n'y a pas de vieux dans ce film. Hein, je ne sais pas, mais... Non, mais il y en a qui sont vieux, mais on ne le voit pas sur leurs traits. Ah bah, Il y en a bien qui ont je te fais 105. pas dire. Oui. Ça n'existe pas, quoi. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Vas-y. Alors, de mon point de vue, le trouble, il n'est pas tellement sur l'âge, parce qu'on passe nos temps à dire « tu as 60 ans, j'ai 75 ans, j'ai 80 ans, j'ai 25 ans, j'ai 28 ans ». Il est sur la possibilité de savoir comment s'enchaîne la filiation. Donc, on ne peut pas reconnaître la mère, la grand-mère, la fille. Et qu'à partir de là, ne plus pouvoir reconnaître la filiation, c'est quasiment être soit constamment dans l'inceste, soit être hors filiation, qui est aussi une autre manière de dire hors temps. Et donc, s'il y a une véritable révolution qui va jusqu'au bout dans la dystopie, utopie, qui devient utopie à la fin, il faut qu'ils arrêtent avec le timing et les opérations génétiques, qu'ils fassent quelque chose qui permette de réinscrire et la filiation et le temps. Voilà. Mais rien n'est dit sur cet aspect-là, parce que ça fait partie, pour le coup, des utopies humaines de ne pas vieillir. La fontaine de jouvence, etc. Et ne pas mourir aussi. Donc, dans une certaine mesure, il y a une incarnation des mauvais fantasmes de ne pas mourir, de ne pas vieillir, de ne pas travailler. Je ne sais pas si au sens d'être occupé à quelque chose qui a du sens, pas au sens de perdre son temps à travailler. Donc peut-être que c'est pas travail le bon terme, peut-être que c'est otium, peut-être que c'est autre chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui interroge ce rapport entre filiation et temporalité. Et du coup, je ne pense pas que ça ne soit pas une révolution. Je pense que c'est vraiment une révolution. J'ai vu moi aussi un autre parallèle, je reviens sur la Révolution française, en termes d'émotion populaire, parce que quand le temps arrive dans la banque où il se précipite pour aller chercher le temps, est-ce qu'on peut dresser un parallèle avec les émotions populaires du XVIIIe siècle, où quand les grains arrivent, et là il y a quelque chose qui me gêne dans le sens où je ne sais pas s'il y a une certaine sagesse du peuple, on va dire. C'est pas très clair quand le gardien du temps dit ça va foutre le bordel en gros dans le ghetto, comme s'il n'y avait pas de sagesse populaire comme il a pu exister au XVIIIe siècle au moment de certaines émotions où en fait il y a eu notamment dans la guerre des farines une certaine économie morale de la foule comme dirait Thomson. Est-ce que c'est quelque chose qui est aussi dans le... Enfin moi j'ai vu ce parallèle là, mais en même temps avec une limite, c'est le fait qu'il y a finalement, le peuple n'est pas si sage que ça. Je ne sais pas si, à la fin, ils se le partagent, mais on ne sait pas vraiment jusqu'à quel point il y a cette sagesse-là. Voilà. Je suis un peu dubitatif sur ce point. En tout cas, ce que le film montre, c'est qu'il y a une ivresse d'avoir plus de temps, et qu'en même temps, il y a le jeune homme à qui il avait donné du temps, qui est celui qui distribue. Et cette distribution ne se fait pas dans la barbarie. Bon. Donc, du coup, ce que le film montre, c'est qu'il y a une capacité à une certaine maîtrise
et en même temps une capacité à avoir le désir de partager avec les autres quartiers. Parce que c'est pas la progression du couple qui fait que les quartiers tombent, c'est le fait que les gens circulent avec la quantité de temps qu'ils ont et qui vont continuer à le faire circuler. Et donc cette nouvelle circulation, ça peut être vu comme une nouvelle circulation de la vie. Et c'est assez intéressant aussi dans sa portée qui peut être révolutionnaire. Parce que ça a à voir avec la ligne de mort qui était prévue par, disons, les New Greenwich habitants, ou Lippmann, et puis qui était une ligne de mort, une nécropolitique. Et là, ce qu'on voit, c'est pas nous maintenant on a du temps et on le garde pour nous et on fabrique des nouvelles barrières, c'est plutôt on fait circuler ce temps. Et je trouve que ça c'est plutôt sage. Et c'est aussi l'imaginaire de Robin des Bois, on distribue et tout le monde est content et retourne après dans son foyer, etc. Et donc voilà. Après, sur ce qu'il en est de la sagesse populaire du XVIIIe siècle, elle est quand même relative. Il n'y a pas tout le temps de la sagesse populaire. Il y a aussi de la violence, ça fait partie des choses, je dirais, ordinaires. Et s'il n'y avait que des gens raisonnables, il n'y aurait pas d'émeutes. Et heureusement, comme dit Marat, qu'il y a eu quelques émeutes pour qu'il y ait eu la Révolution. Donc, quelle est la sagesse populaire? C'est de savoir retenir la violence, plus que de ne pas accepter du tout qu'il y ait de la violence. Donc l'économie morale de la foule, c'est une économie qui n'est pas la morale du peuple, qui est le fait qu'il y a quelque chose qui s'est joué dans l'abandon du paternalisme, en fait. Et donc il y a quelque chose même chez Thomson, de plus complexe que quelque chose qui serait la fameuse décency du peuple, etc. Ce qui n'est pas cohérent pour moi dans le film, c'est que ceux qui n'étaient pas capables de se donner une demi-heure pour se sauver la vie mutuellement, donc il n'y avait pas de secours réciproque et il n'y avait pas de partage de droit à l'existence, soient capables d'être aussi gentils à la fin quand le temps redevient disponible. C'est parce que la rareté a disparu d'un coup. Merci. Le lieu où est distribué ce temps à la fin, c'est un lieu qui s'appelle Mission. Et la personne qui est là est un peu aussi dans l'habit du prêtre, puisqu'à un moment, il explique qu'il redistribue ce qu'on lui donne. Et c'est un petit peu ça qui est fait. Et est-ce que c'est pas un lien qu'on peut voir avec un peu ce contrôle social ou cet ordre moral que l'Église peut tenir dans cette distribution du temps et du coup et puis le lien aussi, on donne du temps, on donne de la vie, on peut faire le parallèle avec l'hostie du dimanche, etc. quoi. Moi, je crois que la mission, on la voit dès le début, pas seulement à la fin, et c'est plutôt un endroit sympa. C'est un peu un lieu associatif, tu vois, où on aide les gens. Je n'ai pas vu une église, moi, là. Les restos du cœur, elle arrive. Pas trop, mais il y a un truc, je ne sais pas ce que ça occupe, ça ne m'a pas arrêté dans moi. Mais de toute façon, dans les révolutions, il y a toujours un peu une dimension eschatologique, millénariste, messianique, enfin, quelque chose. Et donc, les traductibilités, elles viennent soit de la Bible, du Nouveau Testament, soit de l'Ancien, soit... c'est rare qu'il n'y ait pas une dimension, au moins, de spiritualisme politique. Donc, c'est tout à fait possible. On ne peut pas dire que le film appuie là-dessus. Voilà, il n'appuie pas du tout là-dessus. Ce qui fait qu'il faudrait que je regarde à nouveau, je ne sais pas, mais c'est vrai que moi, ça ne m'a pas arrêté et que ça ne m'a pas fait associer sur ça. Mais j'en sais rien. Et il y a très peu de choses écrites sur ce film, en fait. Parce que comme c'est un film avec beaucoup de mon point de vue, il y a beaucoup de contenu, mais la facture du film n'est pas extraordinaire. Mais il y a beaucoup de contenu. Enfin, c'est un film intéressant. C'est plus qu'un... Enfin, moi, je l'aime bien, mais je suis bon public. Mais du coup, il y a eu peu de
de théoriciens, de gens qui s'intéressent au cinéma qui ont écrit dessus. Voilà. Donc du coup, je ne sais pas trop. J'ai pas pu regarder avant ce qui avait été dit. Là, je vous parle juste de ma manière de le regarder, quoi. Puis c'est sympa quand même que le flic noir, à la fin, laisse son flingue et puis aille du côté de la révolution. Il fait pas le Suisse aux Tuileries. Tu vois ? C'est ça. On dit souvent que les révolutions basculent au moment où les armées soit déposent les armes, soit changent de camp, hein, comme c'était le cas en 17. Hein. Ouais, c'est ça. Et dans la Révolution aussi. C'est les gardes françaises qui permettent d'avoir des armes pour prendre la Bastille. Mais de ce point de vue-là, moi, tu parles du contenu du film. Moi, il y a un truc qui m'échappe complètement, c'est la psychologie du gardien du temps, qui est totalement illisible pour moi. C'est-à-dire que je n'arrive pas à comprendre, je ne sais pas, sa structure psychologique. Qu'est-ce qui, pendant 50 ans, il en dit 2 mots à la fin en échangeant peu avant sa mort, là. Mais qu'est-ce qui le maintient dans cette position de... Ouais, à mon avis, c'est l'autre face de... Enfin, c'est la même médaille, mais c'est l'autre face du mafioso qui fait régner l'ordre chez les pauvres au profit des riches. À mon avis, c'est la même... Et lui, il dit, je me suis tiré, quoi. Je me suis échappé du ghetto. Il s'est échappé. Et l'autre aussi s'échappe du ghetto en y restant, mais en étant le mafieux. Et lui, il s'en échappe en faisant le flic. Et puis c'est une servitude volontaire, il veut y croire. Oui, mais c'est ça, on devine une espèce on devine une espèce d'éthique en plus. Éthique, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas une foi. Dans sa manière de menacer le banquier Weiss, je vous arrête si vous aidez votre fille hors la loi. Il y a quelque chose qui va très très loin dans le soutien à l'ordre établi, y compris en menaçant d'abattre le principal banquier. Pardon ? Ça, c'est plutôt pour moi un bon signe du film, c'est l'honnêteté et la malhonnêteté. On peut faire une discussion. Excusez-moi. Non, je voulais répondre à ce que vous disiez là sur le personnage de ce gardien du temps, là, qui est pour moi donc quelqu'un qui est le représentant de la loi et qui est un incorruptible. Puisque même son patron milliardaire lui dit « tu prends ce que tu veux comme année », il dit « je ne prendrai pas une seconde de plus, mon métier, c'est d'arrêter les gens et de maintenir l'ordre que vous avez vous-même établi ». C'est un vrai fonctionnaire, exactement, c'est un vrai flic. Pardon, excusez-moi. Je disais pour moi c'est un vrai fonctionnaire, mais quand je dis ça, excusez-moi, j'ai été fonctionnaire pendant 42 ans. Donc j'ai beaucoup de respect pour la fonction publique. Et quand on l'est vraiment, effectivement, on prend rien et tout est fait dans la notion de gratuité pour l'autre, y compris pour le plus riche. Quand vous allez à la Sécu ou tout ça, c'est vrai pour le plus riche comme le plus pauvre. C'est pas une sécu simplement pour le plus pauvre. Tout le monde en profite. Quand vous allez à la mairie chercher une poubelle, on ne fait pas payer aux riches et pas aux pauvres. Tout le monde y va. Donc même les riches en profitent. Et ils ne savent même pas le reconnaître. Donc on peut en déduire que la banque Weiss n'est pas une banque publique. La banque Weiss n'est pas une banque publique. Dans le film. Non, mais c'est sûr. D'autres questions, d'autres remarques? Non, ça va. Brigitte est fatiguée. Non, pas du tout. Non. Bon, ben écoutez, merci à tous. À la prochaine fois. On espère qu'il y en aura une. Et merci à nos chers invités. Merci.